Bienvenue dans la fabuleuse aventure du judo au Québec. Une histoire à construire qui, en fait, ce que je veux, c'est couvrir chaque grande région. Puis si je peux le faire, ben, ce sera grâce à votre aide. Il est possible et même probable que j'oublie certains faits ou certaines personnes, que je sois carrément dans l'erreur, parce que les seules sources que je dispose, c'est des témoignages qui sont souvent partiels ou biaisés des acteurs de cette époque-là, ou encore des archives qui sont vieilles de 60, 70, 80 ans. Je vous invite donc à me faire parvenir des photos et des documents pour compléter l'histoire de votre région, avec évidemment les explications nécessaires au contexte, pour que je puisse expliquer aux gens. Puis, si les ajouts sont suffisants, je ferai une mise à jour de la vidéo de votre région pour avoir un portrait qui est, disons, le plus fidèle possible de votre réalité. Je veux pas que ces documents-là, ce soit une série de noms et de dates qui ont vraiment pas beaucoup d'intérêt en soi. Ce que je veux raconter, c'est ce que ces judokas-là ont réalisé et qui ont fait pour faire du judo actuel le sport que vous connaissez. Bien sûr, au fil des ans, il y a eu des chicanes, des scissions, des factions qui se sont opposées les unes aux autres. Il y a eu des guerres de clochers, des guerres de pouvoir. Il ne sera pas question ici de savoir qui avait raison, puis qui avait tort, puis comment ça se fait. Moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que ces gens-là ont agi avec passion, avec cœur, puis avec conviction. On ne peut pas juger, puis on ne jugera pas non plus. Autre temps, autre mœurs, comme on dit. C'est vraiment l'histoire de ces pionniers-là, puis de ces endroits-là, ces grands dojos-là, que je veux vous raconter au mieux de ma connaissance, puis au résultat de mes recherches. Québec, c'est maintenant une nation qui s'impose à l'international. Chez nous, il y a maintenant des médaillés olympiques puis des champions du monde. Ça n'a pas toujours été. Puis, c'est normal de retrouver un entraînement de masse, plusieurs dizaines de ceintures noires de très haut niveau. Moi, quand je suis déménagé à Trois-Rivières en 1965, il y avait une seule ceinture noire en ville, à Trois-Rivières. C'était la même chose à Shawinigan, c'était la même chose dans bien des villes du Québec. Puis il n'y avait pas de judo partout. Maintenant, certains de nos dojos sont parmi les plus beaux et les mieux équipés en Amérique, si c'est pas au monde. Mais ça non plus, ça n'a pas toujours été. J'ai connu des dojos où 4-5 épaisseurs de toile d'usine posées à même la dalle de ciment servaient de tatami. Quand c'était pas des vieux tapis de gymnastique qui avaient été carrément achetés à la poubelle par les gymnastes, puis qui avaient été récupérés par les judokas. Nous autres, on mettait une toile par-dessus, puis c'était suffisant. Pour bien comprendre les actions qui ont été faites, il est important de bien comprendre la société québécoise du début des années 50. D'une part, le contexte social. Le monde vient à peine de sortir de la Deuxième Guerre mondiale, puis la récente paix avec l'Allemagne puis le Japon a laissé des traces, disons, des traces profondes. Plusieurs familles ont perdu du monde à cette guerre-là. Puis pour plusieurs, les Japonais, c'était des ennemis, tout comme les Allemands. Il faut se rappeler qu'il y a 4-5 ans avant, c'est court, 5 ans, quand on a perdu un frère ou un père à la guerre. Pour bien illustrer ce phénomène-là, la lutte. Un des spectacles de défoulement les plus populaires de cette époque-là, puis encore quasiment jusqu'à aujourd'hui, il y a des bons et des méchants qui se battent jusqu'au sang. Vous avez remarqué que les lutteurs, lorsqu'ils étaient confinés à des rôles de méchants, à cette époque-là surtout, il y avait toujours des noms à consonance germanique, slave ou asiatique. Fritz von Raska, Vladek Kowalski, Togo, Kato, pour n'en nommer que 3 ou 4. Puis, il faut dire aussi que le Québec vit la période appelée la Grande Noirceur, sous le gouvernement de Maurice Duplessis. D'ailleurs, le Québec est la seule province à ne pas avoir de loi sur l'instruction publique, l'instruction obligatoire en Amérique. Et par conséquent, la scolarisation, c'est pas au premier plan du développement du gouvernement. On s'entendait pour dire qu'une bonne éducation élémentaire était fondée sur des principes religieux, puis ça suffisait pour la grande majorité de la population. On peut affirmer que ça ne favorise pas la pratique des sports. Les sports qui étaient organisés par le clergé dans les OTJ, l'œuvre des terrains de jeu, qui privilégiaient les sports d'équipe, puis tout ça c'était supervisé par les curés, les évêques, puis les abbés. Puis d'un autre côté, il y avait un clivage très marqué entre la population anglophone
très majoritairement concentrés à Montréal, qui dirigeaient l'économie puis les affaires. Ça, c'était d'un côté. Puis la majeure partie de la population, du reste de la population du Québec, qui, elle, était très rurale. Et il faut dire que ça apportait son lot de difficultés supplémentaires quant à organiser des sports individuels. Dernier aspect qu'il faut considérer, francophone puis anglophone, ça se côtoyait pas beaucoup à cette époque-là. Je vais faire un premier tour d'horizon, très très général, mais je vais revenir à ces acteurs-là lorsque je vais parler des régions spécifiques dans lesquelles ils ont agi. Aujourd'hui, on parle que des grandes lignes, les grandes lignes seulement. C'est donc dans ce contexte que je viens de vous décrire qu'est apparu le judo au Québec en 1946. En premier lieu, c'était à Montréal, au YMCA, avec Harold Tokai et maître Fred Okimura. Le YMCA, tout le monde connaît la chanson, tu sais, en anglais, mais YMCA, ça veut dire quoi au juste? En fait, c'est Young Men Christians Association. C'est une organisation sans but lucratif qui organise des activités culturelles, sociales, sportives pour la communauté. À Québec, c'est en 1950 que ça partit avec M. Armand Wattier qui fonde l'Académie du judo de Québec au Patro Rocamadour. Alors, le Patro Rocamadour, c'est une autre œuvre communautaire. C'est là que ça a débuté. Ça a été suivi de peu par Albert Dehem, un Français de Toulouse qui, lui, va ouvrir un dojo privé qu'il va appeler l'Institut de judo et karaté. Mais on avait parlé de judo auparavant. La première fois que le mot judo est apparu dans un journal, c'est le journal La Tribune de Sherbrooke. C'est un article qui a décrit un entraînement de judo. Ça, c'est paru le 11 août 1916, en page 7, par Hugues Bias. C'était le récit d'un Sherbrookois qui était revenu de Kobe et qui avait assisté à un entraînement de judo. Mais revenons au Québec en 1950. Le judo à Montréal va se développer à 2 vitesses. On va parler de la première vitesse, la vitesse la plus lente. Avec les Japonais. Les Japonais, c'était des personnes discrètes qui faisaient leurs affaires avec une publicité qui était plus de bouche à oreille. Puis les Japonais pratiquaient un judo qui est traditionnel, rien de très compliqué, puis ils ne considéraient pas l'activité comme une activité sportive comme telle. Puis encore moins d'activité à exploiter comme activité pour avoir un revenu d'appoint. Ils ne voulaient pas faire d'argent avec ça. Ça, je peux vous le garantir. Ayant côtoyé plusieurs années, puis connu personnellement Maître Okimura, je peux vous assurer qu'il était aux antipodes du commerce du judo sous toutes ses formes. Puis, le judo des Japonais était pratiqué essentiellement par eux autres, entre eux autres. Puis, il faut aussi considérer que Tokai et Okimura, ils venaient de Vancouver, de l'Ouest. Fait qu'il était normal qu'ils parlent anglais, ils ne parlaient pas français. C'est pour ça qu'ils ont attiré une clientèle anglophone. Puis finalement, il y avait très peu de francophones qui étaient bilingues à cette époque-là. Bon. Compte tenu de tout ça, on comprend pourquoi qu'ils ne voyaient pas un intérêt à fonder une fédération canadienne. Ça va avoir son importance un peu plus tard. Puis finalement, c'était pas si simple que ça, d'organiser tout ça, une fédération canadienne. Les distances, les communications, ça se faisait juste par la poste, les appels interurbains qui étaient hors de prix, ça interdisait des grandes conversations de l'organisation, si on veut. Il ne pouvait pas y avoir de conférences à 3 ou à 4, puis encore moins de Zoom. Ces services-là n'existaient simplement pas. Il faut dire qu'il y avait aussi du judo à Gatineau, dans l'Outaouais, avec Bernard Gauthier. Gauthier avait débuté avec le fameux Marc Scala qu'on a parlé tout à l'heure à Montréal, puis il fréquentait le dojo de Takahashi à Ottawa. Il faut dire que Gauthier avait un très bon sens de l'organisation. Puis ici, il faut faire une parenthèse puis parler brièvement, très brièvement de l'histoire du judo au Canada pour bien saisir la situation politique. Bernard Gauthier, en 1949, fonde la Fédération canadienne de judo, puis il obtient l'accréditation de la Fédération internationale en 1952. Ça va lui permettre de participer au premier championnat du monde à Tokyo en 1956. Ça n'a pas fait l'affaire des Japonais du reste du pays. Eux autres, ils l'avaient demandé, puis ils se sont vus refuser la participation à ces mêmes championnats-là par la Fédération internationale qui lui a dit qu'il y a déjà une fédération canadienne. Imaginez.
Il y avait du judo à Vancouver depuis 1924 avec Sasaki, puis depuis 1947 à Toronto avec Frank Atashita, puis Atsumu Kamino. Évidemment, à partir de là, la réponse des Japonais a été instantanée. Kamino se retourne de bord, fonde la Fédération canadienne, la Canadian Kodokan Black Belt Association. Et puis, ils vont finir par obtenir le discrédit de la Fédération canadienne de judo au détriment de la CKBBA. Et puis, c'est pour ça qu'il va pouvoir envoyer un Canadien au deuxième championnat du monde en 1958, Masatoshi Umetsu, qui était secrétaire de la fédération à propos. Puis la FIG a tranché pour la CKBBA. Je pense que c'est à cause du lobby des Canadiens japonais auprès du Kodokan. Puis le Kodokan avait une grande influence sur les FIG, puis ça a joué dans la balance, c'est à peu près sûr. Revenons au judo le plus rapide, en fait le judo français. Là. Comme je le disais, pour les francophones, le judo est apparu via la France, avec un personnage très coloré et très controversé qui s'appelle Marc Scala. Personnage coloré, puisque déjà au début des années 50, il y avait un judogi de couleur. Puis disons qu'il y avait un sens des affaires discutable. Lui, ce qu'il voulait, c'est répéter l'exploit de Maître Kawashi, qui avait implanté le judo en France en 1936, puis qui connaissait un succès colossal. Fait que lui, il s'est attardé à l'aspect mise en marché, ses réseaux sociaux très adéquats, avec les nouveaux acteurs de la TV récente, puis la radio, on parle ici de Louis Arpin, et le journaliste qui va devenir premier ministre, Pierre Trudeau. Il organise des publicités, des démonstrations, des rencontres. Ça, c'est largement diffusé dans les médias. Évidemment, on va comprendre que ça a eu un effet bœuf, puis le judo s'est répandu très rapidement. Jusque-là, on peut dire qu'il n'y a rien de bien répréhensible. Mais on va revenir sur le personnage Scala. Résumons, il y avait une approche absolument commerciale, résolument commerciale, je dirais, et disons, très entreprise privée. Après Montréal, Québec, puis l'Outaouais, c'est la région de Sherbrooke, puis le centre du Québec qui va accueillir ses premiers dojos, avec François Mercier et ses élèves. Mercier, un autre personnage qu'on va couvrir dans des prochaines chroniques. La Mauricie, quant à elle, s'est développée avec Tony Tortolano, que j'ai rencontré, puis qu'on va vous présenter aussi. Les Laurentides avec il y a eu Philippe Ronski, puis Jacques Lamal. La région du Saguenay, elle, et puis du lac Saint-Jean, c'est vers la fin des années 50, avec André Lamartine. Puis, à partir de 1960, ça explose de partout. Ça explose de partout. Il y en a partout. L'Abitibi, la Côte-Nord, la Gaspésie, le bas du fleuve, la couronne de Montréal. C'est devenu un sport populaire. C'est ce parcours-là qu'on va voir. C'est un peu ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur l'histoire du judo. Ça va être évidemment à suivre. Si vous avez aimé cette vidéo d'introduction, je vous invite à nous donner un pouce en l'air, activer la clochette pour recevoir le reste des chroniques sur l'histoire, aussi sur les techniques, sur la pédagogie, sur les grands maîtres, sur les grands acteurs du judo international. C'est une invitation. N'oubliez pas de vous abonner, mais en attendant, je vous souhaite de recommencer à pratiquer le judo le plus rapidement possible, 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine, 4 fois s'il faut, et faites attention à vous. À la prochaine.